Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour notre nouveau webinaire 2024 consacré ce soir au glaucome. Le glaucome, c'est une pathologie qui concerne 1 à 2% des plus de 40 ans, 2 à 4% de nos patients de plus de 50 ans, ce qui signifie qu'il y aurait plus d'1 million de glaucomateux en France, dont 40% non diagnostiqués. Alors, pour nous présenter cet état des lieux du glaucome, nous accueillons ce soir le professeur Cédric Schweitzer, qui est professeur universitaire des hôpitaux de Bordeaux. Il est aussi membre et chercheur de l'unité INSERM U12-19 de Bordeaux et il est spécialisé dans le glaucome et la cataracte. Il a un certain parcours élogieux. Il est passé par une année de recherche au Morsfield Ace Hospital. Il est membre de la Société européenne de glaucome, de la Société européenne de chirurgie de la cataracte et il est lauréat aussi de prix de la Société française d'ophtalmologie. Donc, professeur, je vais vous laisser la parole pour nous captiver sur le glaucome ce soir. Eh bien, merci beaucoup de cette opportunité de parler de cette maladie qui est grave, qui est caractérisée par son côté très longtemps asymptomatique et qui explique ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est très mal diagnostiquée actuellement en France avec une stratégie de dépistage qui n'est pas encore bien codifiée, que ce soit en France ou dans le monde, pour diverses raisons que je vais évoquer avec vous. Alors tout d'abord, je voulais situer un peu l'épidémiologie de la malvoyance et de la cécité, puisqu'il y a diverses études qui sont publiées dans le Lancet, et donc il y a une équipe de l'OMS qui s'occupe des pathologies oculaires et des perspectives de malvoyance et de cécité en France et par sous-région mondiale. Donc ce qu'on appelle la malvoyance, ça me paraissait intéressant de vous le rappeler, c'est une acuité visuelle entre 1/20 et 3/10. La cécité, c'est lorsque l'acuité visuelle est inférieure à 1/20 ou lorsqu'il y a une atteinte des 10 degrés centraux du champ visuel. Et donc ces études s'attachent à analyser toutes ces malvoyances et cécités, comme je vous l'ai dit, par tranche d'âge et par zone géographique. Dans les populations de plus de 50 ans, les premières causes de cécité sont le glaucome. Et donc, vous voyez ici encadré uniquement les pays développés. Donc, il y a différentes sous-régions du globe. Et donc, ce qui est encadré en rouge, ça correspond aux pays de l'OCDE, pour caricaturer, pour schématiser. Et donc, la première cause de cécité des plus de 50 ans, c'est le glaucome, suivi de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et curieusement, vous me direz, puisque c'est une pathologie qui est facilement curable actuellement, la cataracte malgré tout. Et en ce qui concerne la malvoyance, vous serez surpris ou non d'observer que la première cause de malvoyance, c'est une insuffisance de correction optique, suivie de la cataracte. Et oui, parce qu'effectivement, les patients consultent mal ou ont un problème d'accès aux soins parfois pour les lunettes. Alors sur cette figure, vous voyez en fait la prévalence des principales pathologies oculaires en fonction des tranches d'âge. Donc, vous noterez, avec les codes couleurs, vous voyez les causes de malvoyance et les causes de cécité. Donc, en ce qui concerne la malvoyance en relation avec la cataracte, évidemment, elle augmente par catégorie d'âge. La malvoyance en association avec les insuffisances de correction optique, bien évidemment, ça fait une cloche, puisqu'à un moment donné, les patients se font opérer de leur cataracte et il n'y a pas de cause de cécité liée à ça, heureusement. Vous constaterez qu'en revanche, le glaucome, la prévalence, elle est plutôt faible au départ et il y a une tendance exponentielle vers l'apparition de la cécité. C'est la même chose pour la DMLA que vous voyez ici. Donc, il y a tout d'abord des malvoyants et les cas de cécité augmentent aussi de façon exponentielle. En ce qui concerne la rétinopathie diabétique, c'est assez stable, c'est plutôt aux alentours de 50 ans que ça apparaît. Et puis après, il y a d'autres causes qu'on n'évoquera pas. Alors, quelle est la définition du glaucome? Comment s'intègre le glaucome dans l'ensemble des pathologies associées à la cécité et malvoyante? Tout d'abord, c'est une neuropathie optique dégénérative, progressive, qui se traduit par un élargissement progressif de la tête du nerf optique, un amincissement de ce qu'on appelle l'anneau neurorétinien et une diminution concentrique du champ visuel. Et le principal facteur de risque, c'est l'hypertonie oculaire. Donc ça, c'est un premier point important. Le glaucome est souvent simplifié en parlant de pathologie de la pression oculaire, et en fait non,
c'est une pathologie du nerf optique et la pression intraoculaire est un facteur de risque. Certes très important, mais ce n'est qu'un facteur de risque. Donc sur l'image de droite, il s'agit d'un nerf optique qui est physiologique avec l'anneau orange qui correspond aux millions de fibres optiques qui tapissent la rétine, qui convergent au niveau du nerf optique et qui vont constituer le nerf optique. Et ensuite, l'information visuelle va être véhiculée jusqu'au cortex occipital, elle va être intégrée, etc. Et donc, vous voyez que du côté gauche, c'est un nerf optique qui n'est pas tout à fait le même, qui a un amincissement de cet anneau orangé. Et donc là, c'est une neuropathie optique glaucomateuse avec une perte importante ici en temporal inférieur, puisqu'il s'agit d'une rétinophoto de l'œil droit. Donc la neuropathie optique glaucomateuse, enfin le glaucome, c'est une apoptose progressive des cellules ganglionnaires rétiniennes qui ont leur noyau cellulaire au niveau du noyau géniculé. Donc ce sont des axones qui sont assez longs, et donc la perte, elle se fait vraiment progressivement. Et donc vous voyez qu'à gauche, c'est un nerf optique qui est normal, au milieu, c'est une évolution progressive, et à droite, c'est une perte quasi totale en fibres nerveuses rétiniennes. Donc sur cette figure, vous pouvez constater donc, en abscislage et en ordonnée la quantité de fibres optiques. À la naissance, on a approximativement 1 million de fibres optiques, et on a une perte physiologique qui est de l'ordre de 5 000 à 8 000 fibres par an à partir de 40 ans. Et donc, la nature est bien faite puisqu'on a assez de fibres optiques pour voir jusqu'à plus de 200 ans. Donc, la médecine a le temps de faire des progrès. Et si on n'a pas de glaucome, on peut garder notre fonction visuelle en théorie. Et en fait, le glaucome, c'est une perte accélérée. Et ce qui fait que cette maladie est très longtemps asymptomatique, c'est que les toutes premières altérations du champ visuel, et là, ce champ visuel que vous voyez au milieu ne constitue pas une atteinte débutante, eh bien, dès qu'il y a un début de perte du champ visuel, en fait, ça correspond déjà à une perte de 30% des fibres nerveuses rétiniennes, donc d'un tiers, parce qu'en fait, les fibres se compensent entre elles. Là, c'est une imagerie OCT. L'OCT, c'est une imagerie qui est vraiment très importante en ophtalmologie, qui s'est développée il y a une vingtaine d'années, qui est une technologie infrarouge et qui permet surtout de reconstituer les structures intraoculaires et d'avoir une définition de l'ordre de 5 microns. Donc, en fait, on est très proche des couches histologiques. Et donc ce scanner infrarouge évalue l'épaisseur des fibres nerveuses rétiniennes sur 360 degrés autour du nerf optique. Et donc une atteinte glaucomateuse, donc c'est le même nerf optique que tout à l'heure, eh bien on constate une perte localisée, donc ici en temporal inférieur essentiellement, mais en fait si on regarde bien, il y a déjà une perte un petit peu partout autour du nerf optique. Donc là c'est l'atteinte du champ visuel qui est assez typique. Donc l'atteinte elle est souvent périphérique. L'atteinte elle est relative, on parle de scotome relatif. Donc en fait, ce sont des zones grisâtres. Ce que j'explique à mes patients la plupart du temps, c'est que ce ne sont pas des taches noires comme on le pense ou un tunnel. C'est vraiment au stade très très évolué de la maladie et même au stade évolué, il y a que 20 à 30% des patients qui se plaignent d'un effet tunnel. En fait, en pratique, c'est comme le jeu des 7 différences chez les enfants. C'est-à-dire qu'au départ, on ne voit pas les 7 différences. Et puis en fait, si on cherche bien, on les trouve. Et comme on a 2 yeux, c'est encore plus difficile de les mettre en évidence. Donc ça explique pourquoi il y a un tel retard diagnostique. Déjà parce qu'il faut 30% de perte en fibres nerveuses pour voir les premières altérations. Et lorsqu'il y a les premières altérations, elles sont compensées par l'autre œil. Et en plus, c'est souvent très fin. Et donc, on voit surtout des zones grises qui commencent à apparaître, des petits détails dans le champ de vision qui commencent à disparaître. Donc là, il faut mettre la vidéo. Donc, c'est une vidéo qui a été faite, que nous avons faite au CHU de Bordeaux, pour essayer de mimer pour les patients. Donc c'était un lien internet, donc vous pourrez le retrouver sur YouTube, où en fait, si vous voulez, la vision centrale, elle est longtemps conservée, donc ça peut correspondre à des zones grises ou un petit peu plus prononcées du champ de vision. Donc le patient garde longtemps une acuité visuelle à 10 dixièmes, c'est donc bien ça qu'il faut comprendre. Donc la prévalence globale du glaucome, elle est très importante, on estime qu'il y a 60 millions de patients glaucomateux dans le monde. En 2040, on estime qu'il y en aura plus de 110 millions et c'est lié principalement, donc diapositive suivante, à l'augmentation de l'espérance de vie des patients puisque nous vivons beaucoup plus vieux. Nous vivons beaucoup plus vieux d'une part et d'autre part du fait de la réorganisation ethnique du monde en quelque sorte et de la répartition globale. Bien en fait, assez curieusement, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, le glaucome est assez fréquent en France. Mais les Caucasiens sont plutôt préservés du glaucome, alors qu'il y a quand même 1 million de Français atteints. Et donc, le risque est multiplié par 2 à 3 lorsqu'on est un patient d'origine africaine, d'origine asiatique et d'origine latino. C'est multiplié par 2 par rapport aux Caucasiens. Donc, ça explique pourquoi la prévalence
du glaucome va exploser dans les années qui viennent. Donc on estime qu'il y aura une augmentation de 73% entre 2013 et 2040. Donc ça constitue un réel enjeu de santé publique, car c'est la première cause de cécité dans le monde qui soit irréversible. La première cause de cécité tout court, c'est la cataracte dans le monde. La première cause de cécité irréversible, c'est le glaucome. Quels sont les facteurs de risque de développer un glaucome? Donc il y a évidemment ce que j'ai appelé l'HTO, donc c'est d'hypertonie oculaire, car lorsqu'il y a une hyperpression dans l'œil, en fait il y a un stress mécanique sur la tête du nerf optique, un stress sur les axones, et donc il y a une perte progressive. Mais il faut comprendre que l'hypertonie oculaire n'est qu'un facteur de risque et que parfois la tension intraoculaire peut être mieux tolérée chez certains patients, et toute hypertonie oculaire ne se traduit pas nécessairement par une neuropathie optique glaucomateuse. Et si on devait dépister le glaucome uniquement sur la pression dans l'œil, eh bien en fait, on ne dépisterait que 50% de la population atteinte de glaucome. Il y a l'âge qui constitue un facteur de risque important, et comme vous l'avez vu, il y a une augmentation exponentielle à partir surtout de 50-60 ans. Il y a les antécédents familiaux, donc vous avez les gènes qui sont indiqués là, mais lorsqu'on a des antécédents familiaux, le risque de développer un glaucome est multiplié par 2 à 3, donc c'est quand même important. Origine ethnique, je vous l'ai dit tout à l'heure, le risque est multiplié par 2 à 3. Et la myopie forte constitue également un facteur de risque majeur. Ce sont des yeux qui ont un terrain hautement pathologique et qui malheureusement ont un risque important de développer un glaucome, mais pas que, des cataractes plus précoces et des pathologies rétiniennes. Il y a aussi le syndrome d'apnée du sommeil que je n'ai pas noté, mais qui constitue aussi un facteur de risque de développer un glaucome. Et il y a des facteurs de risque qui sont controversés, mais qui probablement n'interviennent pas. C'est le diabète, la thyroïde, et puis l'environnement. Nous avons publié un papier récemment, dont on a parlé à France Info, qui montrait que l'exposition aux microparticules était associée à une dégénérescence accélérée de la tête du nerf optique. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est une autre étude épidémiologique qui a montré quel était le risque d'être aveugle dans les populations développées. Donc là, il s'agit d'une étude américaine, donc même s'il y a des différences de santé publique entre les États-Unis et l'Europe, malgré tout, je pense que la situation est assez comparable. Et donc dans cette étude, ils analysaient quelle était la prévalence de la cécité chez des patients lors de la dernière visite avant leur décès. Donc il y avait une cohorte qui était assez importante. Et en fait, 26% des patients atteints de glaucome étaient aveugles d'un œil juste avant de décéder, et 5% aveugles des 2 yeux, ce qui est quand même assez important. Le taux de glaucome non diagnostiqué en Europe, il est estimé à 50%, et la prévalence dans l'ensemble de la population, c'est 3,5% de la population de plus de 40 ans, donc il y a des différences entre les zones géographiques. Et dans une étude que nous avons publiée, qui est l'étude Aliénor, qui est une cohorte épidémiologique que nous suivons depuis une quinzaine d'années, la prévalence chez les plus de 80 ans, elle est de 7,1%, et le taux de non diagnostiqué est à peine meilleur que le taux européen, mais il est quand même de 37%, ce qui est quand même très, très important. Donc la physiopathologie du glaucome, elle est multifactorielle. Il faut bien comprendre que le glaucome, c'est une dégénérescence progressive accélérée de la tête du nerf optique, sous l'effet du stress mécanique de l'hypertonie oculaire, mais qui n'est pas le seul facteur. On peut avoir un glaucome sans tension, c'est très important d'en avoir conscience. Et lorsqu'effectivement il y a un stress mécanique, il y a une perte axonale accélérée. Il y a une part vasculaire également, parce que le nerf optique, aussi précieux soit-il, il est vascularisé par des capillaires qui sont au niveau de l'artère centrale de la rétine, et puis après il y a des capillaires qui vont perfuser le million de nerfs optiques. Il y a aussi un cercle vasculaire qui est très fin et qui va perforer la tête du nerf optique. Et donc ce million de fibres optiques est vascularisé par des capillaires, et donc évidemment lorsqu'il y a des problèmes vasculaires, ça peut engendrer une neuropathie optique glaucomateuse, cette fois-ci sans tension. Et il y a d'autres facteurs de risque, des facteurs génétiques, et on sait que la génétique mitochondriale, puisque les fibres nerveuses rétiniennes sont très demandeuses en énergie pour transmettre l'information visuelle. Lorsqu'il y a des anomalies génétiques au niveau de la mitochondrie, on sait que c'est un risque d'apoptose accéléré. Puis il y a le stress oxydatif, dont on ne cerne pas encore très bien comment il fonctionne, mais on sait que certains yeux ont un stress oxydatif plus marqué. Et puis il y a certains facteurs auto-humains qui peuvent éventuellement jouer, mais ça reste là aussi très controversé. Donc il y a une classification des glaucomes, donc je ne voudrais pas faire un cours trop descendant, parce que ça n'est pas un cours, mais il faut avoir conscience qu'on parle de glaucome au pluriel. Le principal glaucome, c'est le glaucome primitif,
à angle ouvert, mais qu'il existe des glaucomes chroniques par fermeture de l'angle. Donc le glaucome primitif à angle ouvert, il peut être à pression élevée ou à pression normale, et c'est le glaucome le plus fréquent en Occident. Mais en Asie, en Chine, la principale forme de glaucome, c'est le glaucome chronique par fermeture de l'angle, c'est-à-dire des glaucomes pour lesquels le trabéculum est partiellement ouvert, et donc ça engendre des fluctuations de pression intraoculaire. Et donc il y a d'autres classifications, et il y a d'autres catégories de glaucomes, les glaucomes, comme je vous l'ai dit, qui sont primitifs, à angle ouvert ou à angle fermé. Et il y a des glaucomes secondaires, à des pathologies soit ophtalmologiques, soit générales. Donc vous voyez qu'il y a une grande diversité des glaucomes, et parmi les causes secondaires, il y a les glaucomes post-traumatiques, les glaucomes secondaires à la prise de corticoïdes, des glaucomes qu'on appelle exfoliatifs, donc c'est une pathologie générale qui n'est pas bien connue d'ailleurs, qui a été décrite par les ophtalmos, mais qui en fait est une réelle pathologie générale, des glaucomes pigmentaires, etc. Bref, toute une ribambelle, ainsi que les glaucomes développementaux. Donc je vous ai quand même illustré ce qu'était un angle ouvert et un angle fermé. Donc là, c'est un trabéculum côté gauche d'angle ouvert, donc qui est anormalement pigmenté, mais ça permet de voir où est la voie d'évacuation. En fait, le liquide qu'il y a dans l'œil, donc l'humeur aqueuse, est produite au niveau du corps ciliaire. Ça passe entre l'iris et le cristallin et c'est résorbé au niveau du trabéculum, qui est ce filtre jaune que vous voyez en haut à droite. Et en fait, le renouvellement se fait toutes les 2 heures. Donc on comprend bien que lorsque ce filtre d'évacuation ne fonctionne pas bien, et bien en fait, la pression peut monter assez vite, assez haut. Et donc, pour les glaucomes primitifs angle ouvert, souvent, c'est le trabéculum qui est moins fonctionnel. Et donc, c'est un peu l'image de l'évier bouché, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que l'humeur aqueuse va s'engorger. Et pour les glaucomes à angle fermé, on voit que l'iris est un peu plus bombé. Et donc, évidemment, les pressions sont en général plus élevées. L'hypertonie oculaire, elle se définit comme une pression supérieure à 21 mm de mercure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous le répète parce que c'est vraiment un message important, l'hypertonie oculaire, c'est différent du glaucome. L'un et l'autre peuvent s'auto-alimenter, mais ça n'est pas automatique. Et donc on mesure la pression en appliquant un cône sur l'apex cornéen, et à un moment donné, on sait à quel moment la pression qu'on applique est égale à la pression qu'il y a dans l'œil. Mais en fait, c'est une approximation de la vraie pression intraoculaire. Donc le diagnostic, il est basé essentiellement sur la clinique, l'examen du fond d'œil. Je vais montrer les photos tout à l'heure, mais surtout sur l'examen du champ visuel. Le champ visuel, en fait, c'est un examen qui n'est pas facile à réaliser par les patients, puisqu'en fait, on met la tête du patient dans une coupole qui a un fond éclairé, et on fait passer des spots lumineux d'intensité variable. Donc le patient regarde le centre de la coupole, et vous voyez la caméra ici qui s'assure que le patient fixe bien. Et à un moment donné, on voit des spots lumineux passer. Donc c'est la vidéo de droite, mais c'est assez fin. Et donc ce sont des intensités lumineuses différentes, et ça permet de déterminer la sensibilité lumineuse différentielle du patient en chaque point de la rétine. En fait, pour être précis, en une cinquantaine de points de la rétine. Suivant. Et donc l'examen OCT dont je vous ai parlé, qui est un vrai scanner et qui nous permet quasiment d'avoir des coupes histologiques des différentes structures intraoculaires. Et là, il s'agit des 10 coupes de la rétine qu'on voit particulièrement bien. Donc c'est l'image OCT de tout à l'heure avec l'amincissement localisé. Et donc vous avez des rapports comme cela où on voit en fait l'épaisseur des fibres nerveuses autour du nerf optique qui sont comparées par rapport à une base de données normative. Et vous voyez ces zones rouges qui correspondent aux zones déficitaires. Donc là, c'est un OCT qui est très anormal et très évocateur de glaucome. Mais on essaye de ne pas arriver à ces stades-là, évidemment. Et vous avez aussi des OCT de segments antérieurs. Donc je vous ai montré des images de gonioscopie. Mais on a aussi ces mêmes imageries de très haute résolution qui nous permettent de déterminer les angles ouverts. Donc ça, c'est en haut à gauche et en bas à gauche des angles fermés où on voit que c'est particulièrement étroit, mais que ça n'est pas fermé. Et lorsque la pupille se dilate, en fait, bien ça crée des adossements de l'iris contre le trabéculum et ça crée des fluctuations de pression importantes. Donc ce ne sont pas des angles fermés, pour être précis, ce sont des angles qu'on appelle fermables et c'est au stade très avancé qu'ils deviennent fermés, c'est-à-dire qu'il y a un adossement permanent de l'iris contre le trabéculum. Et donc là aussi au niveau du diagnostic, il faut diagnostiquer le glaucome d'une part, qui constitue déjà une difficulté parfois, notamment pour les stades débutants. Et ce qui est aussi un enjeu pour les ophtalmos, c'est de diagnostiquer la progression. Parce qu'en fait, c'est une maladie qui est lentement évolutive, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour le patient. Mais ça peut être une moins bonne nouvelle pour le praticien, puisqu'en fait, comme il est recommandé de suivre les patients tous les 6 mois, bien si on manque une information, bien on peut se retrouver à différer une prise en charge. Et donc, il est très important de corréler
le champ visuel et l'OCT qui permet d'évaluer la structure et la fonction, parce qu'il peut y avoir une décorrélation entre les deux. Et donc, vous voyez à droite un OCT qui est lentement évolutif, avec une perte progressive en fibre nerveuse péripapillaire, et à gauche l'OCT avec le champ visuel avec des points déficitaires qui s'accentuent. Et donc, en ce qui concerne les traitements, dans les dernières recommandations que nous avons publiées avec la Société européenne du glaucome, il y a une stratégie qui est toujours la même. On doit toujours commencer par un traitement médical, puisqu'en fait, grâce au traitement médical, on stabilise 90 à 95% des patients atteints de glaucome. Et on empile les gouttes les unes sur les autres. Donc, il y a 4 principes actifs qui sont disponibles sur le marché. Et lorsque le patient continue à se dégrader, malgré un traitement bien mis en place, ou si le traitement est mal toléré, c'est à ce moment-là qu'on va indiquer une chirurgie. Et en parallèle à cette stratégie, il existe des lasers qui permettent d'abaisser la pression intraoculaire. Donc les 4 molécules disponibles, ce sont les analogues de prostaglandine qui doivent être prescrites en première intention. Ce qu'il faut savoir dans le glaucome, vous avez compris à présent que c'est une neuropathie optique, donc c'est une vraie maladie du nerf optique, mais la seule cible thérapeutique dont nous disposons, c'est l'abaissement de la pression intraoculaire. Donc pour cette raison, parfois il peut y avoir une confusion entre les deux. Parce que même lorsqu'on a un glaucome à pression normale, toutes les études ont montré que lorsqu'on diminue la pression dans l'œil, et à ce moment-là on raisonne de façon relative, eh bien en fait on ralentit considérablement la dégradation, puisqu'en fait on soulage un peu l'apoptose. Donc les analogues de prostaglandine permettent un abaissement de pression intraoculaire de 30%. Il y a les bêta-bloquants en collyre qui permettent un abaissement pressionnel de l'ordre de 25 à 30%. Et il y a 2 autres molécules, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et les alpha-2 agonistes, qui permettent un abaissement pressionnel de 20 à 25%. Alors évidemment, en médecine, 1 plus 1 plus 1, ça ne fait pas 4, ça fait 2 et quelques ou 3 maximum, mais on peut quand même combiner ces traitements. Donc ce qu'il faut aussi savoir dans le traitement du glaucome, et ce qui peut expliquer aussi le problème d'observance des patients, et le problème d'acceptabilité aussi au départ, c'est que vous avez compris que cette maladie est très longtemps asymptomatique et que souvent, le patient ne s'attend pas à ce qu'on lui annonce le diagnostic. Et en plus, on va rendre la maladie symptomatique parce que les traitements induisent des effets secondaires. Et donc, dans cette étude française, 62% des patients avaient au moins un effet secondaire et que ça, évidemment, avait un impact sur l'observance du patient, notamment sur le long cours. Effectivement, vous voyez, chez cette patiente que j'ai opérée d'un œil, elle a retrouvé une surface oculaire normale et tout va bien. Et du côté gauche, elle avait des effets secondaires particulièrement marqués, des collyres avec des yeux un petit peu cernés et une rétraction de la graisse périorbitaire. Et donc, effectivement, ça peut conduire à une maladie qui devient symptomatique et à un manque d'observance avec le temps. Et donc, je vous ai mis cette diapositive sur l'observance parce que c'est un réel enjeu pour le glaucome et en fait pour toutes les maladies chroniques. Dans cette étude américaine où il y a presque 14 000 participants, il n'y avait que 59% des patients qui avaient un traitement à 1 an. Et il y avait seulement 10%, je pense que vous pouvez être terrifié autant que je le suis de voir ces chiffres, qui avaient un traitement sans interruption à 1 an. Et malheureusement, ces résultats sont comparables à d'autres maladies chroniques. Donc on fait ni mieux ni moins bien dans le glaucome, mais c'est quand même important d'avoir cette notion en tête et donc de toujours bien expliquer aux patients l'intérêt de poursuivre un traitement, même s'il peut parfois y avoir des effets secondaires à la marge. Et donc cette autre étude montrait quels étaient les risques associés au manque d'observance. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on traite des patients âgés. Et donc, évidemment, lorsque les patients ont des arthrites et qu'ils n'arrivent pas à se mettre les gouttes, ben effectivement, ils mettent moins bien leur traitement. Donc, c'est un patient qui m'était adressé parce qu'il se dégradait au niveau du champ visuel. Et en fait, bon, le diagnostic était assez évident. Le patient n'arrivait pas à se mettre les gouttes. Donc, j'ai prescrit une infirmière à domicile et miracle, la pression a baissé de 40% avec la bithérapie qui avait été mise en place bien soigneusement par mes collègues. Mais en fait, le patient était incapable de s'instiller lui-même les gouttes de façon efficace parce que lui pensait qu'il les mettait bien, évidemment. Et autre élément important, lorsque le patient n'a pas bien connaissance de sa maladie, eh bien, il y a 5 fois plus de risques qu'il ne mette pas ses gouttes par rapport à un patient qui a bien compris quelle était la maladie et quels étaient les enjeux. Donc l'explication de la maladie est un enjeu pour les ophtalmos, est aussi un enjeu pour tous les médecins qui auront connaissance que le patient a un glaucome. Il faut aussi savoir qu'il existe des lasers qui permettent un abaissement pressionnel intéressant, qui ciblent le trabéculum, qui permettent de renouveler le trabéculum et d'avoir un filtre un peu plus efficace.
Et dans les dernières recommandations de la Société européenne du glaucome que nous avons émises, bien en fait, ce traitement laser peut parfois être prescrit en première intention, notamment lorsqu'il y a des problèmes d'observance ou de tolérance, ou simplement à la demande du patient. Ce qui est de belles études publiées dans le Lancet, dans le glaucome, donc des études de haute qualité, de haut niveau de comparabilité de résultats, qui ont montré que ce laser pouvait être efficace. Et il y a ensuite la chirurgie. Il faut savoir que la chirurgie est sous-indiquée dans le glaucome, tout d'abord parce que les diagnostics sont souvent tardifs, aussi parce que les chirurgies, il faut le reconnaître, sont assez lourdes, et donc parfois le patient lui-même préfère attendre, ou parfois c'est l'ophtalmo qui dit bon, on va peut-être attendre, on va essayer de voir comment ça va se passer avec les gouttes, alors qu'en fait il y a de réelles indications chirurgicales et parfois précoces. Donc à gauche, vous voyez une chirurgie filtrante classique qu'on appelle une sclérectomie, ça peut aussi être une trabéculectomie, et on aborde par voie ab externo le trabéculum afin d'enlever le mur interne du trabéculum et améliorer la filtration. Et donc on crée ce qu'on appelle une bulle de filtration qui est cachée sous la conjonctive. Et parfois pour des glaucomes très sévères ou les glaucomes développementaux chez les enfants, on peut être amené à poser une valve, et ça c'est l'image de droite. Et la vidéo de droite. Et donc l'image encore plus à droite, c'est une imagerie OCT qui montre le flux d'humeur aqueuse qui passe sous la conjonctive. Et ce qui est très intéressant dans le glaucome, c'est qu'il existe beaucoup d'évolutions, que ce soit au niveau du diagnostic ou au niveau du traitement. Et il y a de nombreuses chirurgies qui sont qualifiées de mini-invasives. En fait, c'est un peu pourri de nouveaux systèmes de drainage ou de laser. Voilà. Et donc, qui permettent d'une façon ou d'une autre soit d'améliorer l'évacuation de l'humeur aqueuse. Donc, ce sont les petits drains qui sont un peu moins délabrants chirurgicalement et qui permettent de créer une bulle de filtration. Ce sont aussi des nouvelles techniques pour lesquelles on pose des stents, comme au niveau du cœur en fait, qui permettent de dilater le canal de Schlemm qui est juste en arrière du trabéculum. Puis après, il y a de nouveaux drains qui drainent l'humeur aqueuse dans d'autres endroits, et puis des cyclo-affaiblissements par voie endoscopique qui marchent aussi très bien. Donc il y a tout un arsenal thérapeutique qui s'est considérablement développé. Donc quelles sont les recommandations de dépistage et d'adressage? C'est tout d'abord lorsqu'il y a des facteurs de risque, l'âge, les antécédents familiaux, les origines ethniques, comme je vous l'ai dit, la myopie est particulièrement forte, les baisses de vision qui ne sont pas corrigibles par des lunettes, ça doit amener à un bilan ophtalmo, et également lorsqu'il y a un doute sur l'observance ou la tolérance du traitement médical. Il ne faut pas hésiter à adresser les patients. Comme autre recommandation, cette fois-ci de surveillance, les recommandations de suivi, c'est un suivi semestriel auprès d'un ophtalmo tous les 6 mois avec champ visuel et OCT. Dans les suivis de traitement, il faut bien sensibiliser le patient sur l'intérêt du traitement et sur l'observance, même si on passe d'un statut asymptomatique à un statut un peu symptomatique parfois avec des traitements. Il faut parfois observer comment le patient met les gouttes, parce que parfois il peut estimer les mettre de bonne foi bien comme il faut, et en fait elles tombent sur la joue et pas grand-chose ne passe. Donc l'éducation thérapeutique est importante. Il peut parfois y avoir des fluctuations de vision en relation avec les troubles de la surface oculaire, donc il faut informer le patient. Lorsqu'il y a un traitement laser, il faut aussi informer le patient que le traitement n'est pas définitif et qu'il faut continuer de suivi. Le patient ne sera pas guéri de son glaucome, on ne peut que le stabiliser. Ça aussi, c'est une information qui est importante. Et je finirai sur les perspectives et les innovations qui sont assez nombreuses. Donc il y a des perspectives diagnostiques avec de nouvelles techniques d'imagerie. Vous voyez notamment en bas à droite les OCT angiographiques qui permettent d'évaluer la capillarité au niveau de la rétine et au niveau du nerf optique. Ce sont vraiment des outils extraordinaires pour lesquels on n'a pas encore trouvé tout à fait la place dans le glaucome, mais qui sont malgré tout très intéressants. Il y a aussi des diagnostics génétiques qui vont probablement apparaître avec des scores de risque polygéniques, puisqu'on connaît très bien les transmissions mendéliennes type mucoviscidose. Mais en fait, le glaucome, comme d'autres maladies générales que nous connaissons, en fait, c'est une association de gènes, et plus on va cumuler ces gènes, plus on est à risque de développer un glaucome. Et donc l'idée, c'est de savoir, en fonction de ce score, si notre risque est comparable de développer un glaucome est comparable à la population générale, ou s'il est multiplié par 1,5, 2, 3, 4, 5, en fonction du cumul de gènes dont nous disposons. Et donc il y a vraiment de très belles études en glaucome qui permettent de déterminer ça. Il y a de nouveaux champs visuels, parce que vous avez vu sur la vidéo que le champ visuel n'est pas facile à pratiquer. C'est pour cette raison qu'on ne dépiste pas le glaucome sur le champ visuel. Il y a une cour d'apprentissage, ça dure 20 minutes, c'est assez long, c'est fastidieux. Mais il y a des nouveaux champs visuels avec des casques en réalité augmentée où en fait le patient doit suivre les points lumineux, et c'est beaucoup plus pratique à réaliser.
Et il y a surtout l'intelligence artificielle pour le dépistage, le diagnostic ou le traitement. Et l'ophtalmologie est l'une des spécialités qui va le plus bénéficier de l'intelligence artificielle, et nous mettons en place une cohorte nationale pour essayer d'améliorer le dépistage du glaucome sur un algorithme qui tiendrait compte de différents paramètres, les facteurs de risque individuels, les rétinophotographies, les OCT, puis le score de risque génétique. Donc ce serait une approche multimodale, et donc très certainement que l'intelligence artificielle jouera un rôle important en ophtalmologie. Et en ce qui concerne les traitements, il y a des nouvelles molécules, heureusement, qui se développent. Il y a une 5e molécule qui va apparaître sur le marché en 2024. Il y a la neuroprotection, puisque le glaucome est une maladie neurologique. Et donc, il y a beaucoup d'études randomisées très bien montées qui sont en cours, et il y a probablement des molécules neuroprotectrices qui vont apparaître. Il y a des nouveaux dispositifs chirurgicaux et des nouveaux lasers. Et donc, la neuroprotection, je vous ai mis une mitochondrie pour vous expliquer pourquoi il y a une mitochondrie. C'est parce qu'en fait, on s'aperçoit que les patients qui bénéficieraient le plus de la neuroprotection dans les résultats préliminaires, ce sont les patients qui ont des anomalies génétiques au niveau de la mitochondrie, donc au niveau du cycle de Krebs, et donc ils sont plus susceptibles d'avoir une apoptose accélérée. Bien voilà, j'en ai fini, je crois. Voilà, merci pour votre attention. Écoutez, professeur Schweitzer, mille merci pour votre passionnante présentation. Plusieurs questions sont arrivées. La première, c'est concernant la thérapeutique. On est confronté en médecine générale souvent à des patients qui sont traités pour un glaucome, et dès qu'on commence à parler de traitement, tout de suite les patients, attention, j'ai un glaucome, je suis traité pour un glaucome. Quelles sont les pathologies en termes d'interaction qui vous posent le plus de problèmes chez les patients glaucome? Alors c'est une très bonne question. En fait, il faut différencier. C'est pour ça que je parlais de la classification. Je ne voulais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'il y a quand même des choses qui sont de l'ordre de l'ophtalmologiste et de l'hyperspécialisation. Mais néanmoins, il faut bien distinguer les glaucomes à angle ouvert et les glaucomes à angle fermé. Il y a très peu d'interactions entre des pathologies générales et le glaucome à angle ouvert, ou entre les traitements mis en place avec des pathologies générales et le glaucome à angle ouvert. La seule chose dont il faut réellement se méfier, ce sont les corticoïdes au long cours, par voie générale essentiellement. Par contre, sur les glaucomes à angle fermé, il y a toute une ribambelle de traitements qui peuvent accélérer la maladie. Et donc à ce moment-là, il faut effectivement se rapprocher de l'ophtalmologiste lorsqu'il y a des médicaments qui induisent une mydriase. Donc je pense que vous avez bien compris quel était l'enjeu. Donc ça peut créer des fluctuations de pression intraoculaire. Typiquement, on voit ça chez des patients qui ont des pathologies psychiatriques, qui ont des traitements qui induisent une mydriase au long cours. Voilà, où c'est essentiellement ce groupe de patients. Puis après, il y a quelques antihistaminiques qui induisent ça. Donc, ce sont des patients qui sont hypermétropes, si on peut donner quelques clés aussi de suspicion. Alors, on est en face d'un patient âgé, on va dire, il est diabétique, il est âgé, il est antillais, et on se dit quels sont les symptômes qui devraient me faire penser à un glaucome pour l'envoyer vers un ophtalmo, et les diagnostics différentiels. Parce que spontanément, on a tous été confrontés, par exemple, à des suspicions de Horton. Le Horton, c'est facile. Il a mal, on le met sous cortisone tout de suite, on envoie le plus vite possible vers un ophtalmo. Là, dans le cadre du glaucome, qu'est-ce qui doit venir nous interpeller immédiatement pour vous l'adresser? Eh bien, malheureusement, pas grand-chose. Bon. Voilà. Malheureusement, pas grand-chose. Ce qui doit nous interpeller, ce sont les facteurs de risque. Donc le fait que le patient soit antillais, soit âgé, s'il a des antécédents familiaux de glaucome, ça doit amener à un dépistage, parce qu'il est, en fonction de son âge, il a 4% de risque d'avoir un glaucome, ou 10% en fonction de son groupe d'âge, 50 ans, 60, 70 ans. Donc c'est quand même bien que les patients voient un ophtalmo pour un bilan visuel de façon globale, hein. Pas que pour le glaucome, parce qu'il y a les cataractes, il y a les DMLA, il y a de nombreuses pathologies. Donc il ne faut pas hésiter à recommander chez les patients qui sont à risque un dépistage annuel de l'ensemble des maladies oculaires. Et ensuite, dans votre question, il y en a une deuxième qui aussi est très importante. Le glaucome, vous avez compris que c'était une neuropathie optique dégénérative, mais évidemment, il y a d'autres pathologies du nerf optique qui peuvent mimer un glaucome. Et donc, ce n'est pas toujours facile pour nous de savoir si c'est un glaucome ou si ça n'en est pas un, mais effectivement, les
Les AVC donnent des scotomes. Il peut y avoir des méningiomes qui sont de plus en plus fréquents. Il y a une augmentation importante de la prévalence qui peuvent mimer des glaucomes. Donc parfois, on peut avoir des patients qui seront réellement atteints de glaucome. On ne comprend pas pourquoi le nerf optique continue à se dégrader alors qu'il y a un traitement qui est efficace, qui induit la baisse pressionnelle qu'on souhaite. Et en faisant un IRM des voies visuelles, on s'aperçoit qu'un méningiome se développe quelque part autour d'une gaine du nerf optique. C'est quand même pas rare, donc il faut savoir faire de l'imagerie si un glaucome évolue alors que tout paraît bien contrôlé. Et donc effectivement, il y a toute une ribambelle de pathologies plus ou moins fréquentes qui peuvent mimer un glaucome. Merci. Une crise aiguë, une crise douloureuse aiguë chez un patient. En région parisienne, on a la chance d'avoir le choix entre Cochin, les 15-20 et Rothschild. Ouais. Quels sont les délais de réactivité que l'on doit avoir en tête et vers quelle entre guillemets chronologie enclenchée? Est-ce qu'il faut appeler le 15? Est-ce qu'il faut que conseillez-vous quand on a un doute sur une urgence ophtalmo? Eh bien, c'est une excellente question. Donc là, on est dans le cadre de l'œil rouge douloureux, parce que le patient est donc de façon aiguë ou subaiguë, une douleur qui s'installe. Et là, le médecin généraliste a un rôle important et l'urgentiste aussi a un rôle important. Parce que la crise aiguë par fermeture de l'angle, donc c'est la fermeture de l'angle iridocornéen de façon aiguë, et donc comme je l'ai dit, le renouvellement se fait toutes les 2 heures, donc si ça ne s'évacue pas, on monte très vite à 50, 60, 70 mm de mercure, avec un risque de cécité dans les 6 heures, entre 6 heures et 24 heures. Donc comment dépister ces crises aiguës de fermeture de l'angle parmi les conjonctivites, les sclérites, etc. C'est souvent le rythme d'installation qui est brutal, ça s'installe très vite. C'est surtout une mydriase aréflexique, donc une pupille qui sera dilatée d'un côté et qui ne se refermera pas, alors que de l'autre, la pupille est réactive. Et enfin, c'est la palpation bidigitale des globes oculaires, donc évidemment sans trop appuyer, mais ça fait vraiment œil de verre du côté de la crise aiguë par fermeture de l'angle. Donc c'est pas fréquent comme situation. Mais malheureusement, et là il y a un problème d'information probablement important, il n'est pas rare pour nous ophtalmos de voir dans le flot de conjonctivite quand on est de garde aux urgences ou d'astreinte aux urgences, qu'en fait la crise aiguë par fermeture de l'angle est passée complètement au travers de tous les filtres et qu'elle est noyée au milieu des conjonctivites. Donc ce sont vraiment des signes importants. Donc regardez le réflexe oculomoteur et éventuellement palper les 2 globes pour voir s'il y a une différence de pression. Par contre, s'il y a 30 de pression, ne soyez pas... Pour les glaucomes chroniques, vous aurez du mal à déterminer si le patient a 30 ou s'il a 20. Ça marche lorsque les pressions sont vraiment très très élevées. Donc ne palpez pas les yeux de tous vos patients. C'est vraiment dans les cas de crise, lorsqu'il y a une suspicion de crise. Merci beaucoup. J'ai découvert un point, donc il faut penser au glaucome chez l'enfant aussi. Ah oui. Oui. Lorsqu'il y a des antécédents familiaux de glaucome, lorsqu'il y a des familles de patients glaucomateux, le dépistage du glaucome à la naissance doit se faire dans les premières années de vie. Et puis parfois, il faut prévenir le radiologue, enfin, l'échographiste plutôt, qu'il surveille la taille des globes oculaires. Donc en général, les sages-femmes et les puères sont bien informés de cela, mais à la naissance, ce sont souvent des yeux qui sont plus longs que la normale parce qu'en fait, l'évacuation, le filtre trabéculaire dysfonctionne, mais ça ne crée pas d'hypertonie oculaire chez l'enfant. Donc ce sont des yeux qui vont s'allonger, parce que la sclère, elle est déformable, et donc ce sont des yeux qui s'allongent, et donc en général ce sont des bébés qui ont des gros yeux, et donc qui ont des beaux yeux, qui ont un beau regard, et souvent des yeux qui paraissent un peu plus clairs, et c'est là que ça doit devenir un petit peu inquiétant. Donc en général, pile à la naissance, on le voit, parce que les cornées sont opaques, et donc même sans formation particulière, très vite on appelle l'ophtalmo, mais parfois il y a des situations un peu subaiguës, où ça s'installe dans les mois qui suivent la naissance. Donc, ce sont des yeux qui s'allongent, des beaux yeux, des cornées qui sont un peu plus... En fait, ce sont des cornées qui sont un peu plus larges. Et donc là, ce sont vraiment des glaucomes congénitaux. Donc, c'est rare, mais ce sont de réelles urgences chirurgicales. Merci beaucoup. Une dernière question, si on a le temps. La chirurgie a l'air d'être une étape importante et sous-utilisée. Est-ce qu'il existe des contre-indications à la chirurgie ou des freins que l'on doit lever? Là aussi, c'est une bonne question, parce que vous avez compris que tous les patients glaucomateux n'ont pas besoin d'une chirurgie. Il
Il n'y en a que 5 à 10% qui auront besoin d'une chirurgie au cours de leur vie, puisque le traitement médical fait bien le travail. Ça fait baisser la pression dans les méta-analyses de l'ordre de 40 à 45% par rapport au niveau de base lorsqu'on est sous quadrithérapie, donc ça marche bien. Mais parfois, il y a certains patients qui ont besoin d'une baisse pressionnelle supérieure et la chirurgie fait baisser la pression de l'ordre de 50 à 70%. Ou lorsque les gouttes sont mal tolérées, on peut être amené à proposer une chirurgie. Donc il faut savoir que la chirurgie, il n'y a que 15 000 actes de chirurgie filtrante réalisés en France. Et c'est probablement sous-indiqué, parce que les chirurgies, elles ne sont pas faciles. Il y a une étude qui a été publiée en France et qui montrait qu'il y a une cinquantaine de chirurgiens qui pratiquent la très grande majorité des chirurgies en France, parce que c'est une chirurgie qui demande une certaine technicité. Donc voilà. Par contre, il faut bien sensibiliser les patients que si une indication chirurgicale est portée, il ne faut pas la différer. Ça, c'est vraiment un point important. Mais actuellement, on est plutôt dans une situation de sous-indication de la chirurgie, consciente ou inconsciente. Et possibilité pour un patient chez qui on recommanderait une chirurgie, s'il le souhaite, de demander un deuxième avis pour pouvoir... Ah oui, oui, voilà. Absolument. De toute façon, il faut pas faire l'autruche. Les patients atteints de maladies chroniques ou de maladies asymptomatiques, les patients demandent des seconds avis, et dans le glaucome, il y a une publication internationale qui montrait que c'est 30% des patients atteints de glaucome qui demandent un deuxième avis. Donc c'est logique, et moi-même je n'hésite pas à dire à mes patients, n'hésitez pas à demander un deuxième avis pour avoir un autre éclairage sur la situation, sur la prise en charge, etc. Donc Mais rapidement. Mais de toute façon rapidement, parce que la stratégie thérapeutique, il faut éviter de différer une escalade thérapeutique. Bon, bah écoutez, professeur Schweitzer, encore merci pour ce webinaire qui était passionnant, extrêmement intéressant. Merci à toutes et à tous pour votre participation et merci à toute l'équipe de Deuxième Avis qui a organisé ce webinaire. Je vous rappelle que le replay sera disponible à la fin de cet événement. N'hésitez pas à le partager et à nous donner votre feedback pour nous aider à nous améliorer. Merci à toutes et à tous, bonne soirée et à bientôt. Merci à vous.